Voilà, donc de nouveau, bienvenue à toutes et tous à ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre du mois de l'ESS, donc qui a lieu tout au long du mois de novembre partout en France. Je vous en parlerai un peu plus en détail juste après. Mais on se retrouve aujourd'hui pour un webinaire sur le thème, enfin autour du projet de Brest en Jouet. Euh, et on a souhaité le mettre en avant, ce projet, à travers les coopérations territoriales qu'il avait pu développer autour du jouet de seconde main. Donc on est ensemble pendant 1 heure et demie. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir quatre témoignages de partenaires de Brest en Jouet, donc Brest en Jouet bien sûr, et quatre de ces partenaires qui vont témoigner un petit peu de comment s'est mis en place le projet et comment ils ont été associés à la dynamique. Avant cela, pour commencer, voilà, quelques mots sur le mois de l'économie sociale et solidaire. Pour redire, comme je disais, que c'est chaque année au mois de novembre, que c'est animé dans chaque région par les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, donc les CRES, et que c'est coordonné au niveau national Je pose. par ESS France, donc qui est la chambre française de l'ESS. L'enjeu de ce temps, de ce mois, c'est de pouvoir mettre en lumière les savoir-faire, les activités des femmes et des Ça te hommes gêne ou pas, moi? qui portent des projets, des entreprises, des organisations, des collectifs, qui se mobilisent dans les territoires, voilà, pour porter, présenter, faire connaître l'économie sociale et solidaire au plus grand nombre. Dans ce cadre-là, il y a un prix de l'ESS qui est mis en place pour récompenser justement une initiative ancrée sur un territoire qu'on souhaite valoriser. Et c'est vraiment une opportunité, enfin les événements qui sont organisés dans ce cadre-là sont vraiment une opportunité de découvrir l'ESS et de comprendre un peu mieux ce que cette forme d'économie, une économie un peu autrement, peut apporter à notre société, et notamment face aux enjeux qui se présentent actuellement. Un rapide mot pour présenter du coup la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et par là même me présenter, ce que je n'ai pas fait. Donc je suis Mathilde Ry, je suis chargée de mission sur les coopérations économiques et les achats responsables à la CRES Bretagne. Les CRES, une CRES, c'est quoi? Donc, il en existe une par région administrative. En fait, elles bénéficient d'un agrément de l'État et du Conseil régional. Elles ont vraiment pour rôle de fédérer les réseaux au niveau régional et de représenter du coup les organisations régionales et les entreprises de l'ESS. Voilà, après, elles sont organisées toutes de manière un petit peu différente, mais elles ont vraiment un rôle d'observation des entreprises et de promotion de l'ESS en faisant de la sensibilisation, comme c'est le cas dans le cadre du mois de l'ESS, et du plaidoyer. En Bretagne, la CRES, elle a été créée en 1995, notamment à l'initiative de tous les réseaux régionaux qui souhaitaient travailler ensemble pour promouvoir et développer l'économie sociale et solidaire en complémentarité avec les actions qu'ils portaient sur leurs projets respectifs. Voilà pour la Crèce Bretagne et pour inscrire ça justement avec une entrée plus territoriale en Bretagne. Donc il y a tout un écosystème breton de l'économie sociale et solidaire organisé avec notamment des pôles de l'ESS qui sont présents sur les territoires. Et aujourd'hui, donc on est plutôt sur le territoire de Brest avec le pôle de l'ADES Brest qui est présent aujourd'hui par l'intermédiaire de Myriam qui prendra la parole à la fin. Donc voilà un petit peu pour le cadre de ce webinaire. Comme je disais au début, ce qu'on a souhaité mettre en avant pour ce webinaire, c'est vraiment de pouvoir valoriser la force des coopérations territoriales au profit des projets. À la fois comment elles se mettent en place, comment chaque acteur peut apporter à un projet. Et voilà, des partenariats gagnant-gagnant, puisque ça nourrit aussi les enjeux de chacun. Et surtout, ça nourrit aussi les enjeux d'un territoire qui fait face voilà, à des défis autour des transitions sociales, écologiques et environnementales. Et on a un bel exemple à travers ce projet de Brest en Jouet, puisque voilà, il va apporter des solutions à la fois en termes d'emploi, d'inclusion, mais aussi de réemploi, d'économie circulaire, tout voilà, en accompagnant et en mobilisant ses partenaires et les acteurs du territoire autour de ce projet. Donc c'est un peu sous cet angle-là qu'on souhaitait valoriser
la diversité des partenariats qui pouvaient se développer autour d'un projet assez spécifique. Et donc pour commencer, j'ai invité Martin Pinsard qui est directeur de Brest en Jouet et on va découvrir le projet à travers voilà, quelques questions que je vais pouvoir lui poser. Peut-être pour commencer, Martin, est-ce que tu peux nous réexpliquer, nous redire comment est née l'idée et le projet de Brest en Jouet? Oui, bonjour à tous. Alors, le projet de Brest en Jouet est né de trois constats. C'est qu'il y a un fort gaspillage autour du jeu et jouet, puisqu'il y a énormément de jeux et jouets qui sont soit jetés chaque année, soit qui dorment dans les greniers. On parle de 1,3 jouets qui est jeté chaque seconde en France, qui fait une énorme quantité de jeux et jouets du coup, qui sont ou jetés ou inutilisés. Alors que parallèlement à ça, du coup, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des difficultés à se fournir en jeux et jouets, notamment les professionnels de l'enfance pour qui qui achètent essentiellement des jouets neufs et pour qui, du coup, c'est compliqué de se fournir en seconde main. Donc ça, c'est un des premiers constats, c'est la quantité de jeux et jouets le gaspillage autour des jeux et jouets. Le deuxième constat, c'est qu'il y a quand même beaucoup de structures sur le territoire qui font déjà ce travail-là, du coup, de sensibiliser, de collecter des jeux et jouets et d'essayer de les remettre en état. Malheureusement, on a pu se rendre compte que ces structures-là sont déjà débordées par les dons qu'ils récupèrent et n'ont pas forcément ni le temps, ni la main-d'œuvre, ni les compétences pour remettre en circuit les jouets. En tout cas, si c'est fait, c'est pas forcément des jouets qui sont complétés, vérifiés et dont les normes de sécurité sont pas toujours respectées. Donc ça, c'est ce constat-là. Et l'autre constat, c'est que j'ai pu remarquer par des expériences précédentes que le jeu et jouer est un support très intéressant en termes d'inclusion, du coup, pour pouvoir accompagner des personnes autour de la reprise de confiance, d'acquisition de nouvelles compétences. Et donc, c'est à travers ces trois piliers-là, on va dire, qu'il y a à la fois la lutte contre le gaspillage et la sensibilisation des nouveaux modes de consommation, le travail en réseau sur le territoire et l'inclusion qu'est né le projet Brest en Jouet, avec l'objectif d'essayer du coup d'allier ces trois piliers sur l'association. Le but premier de l'association, c'est de sensibiliser à une nouvelle forme d'économie, du coup de passer plutôt par le seconde main et de redorer un petit peu l'image de la seconde main. Et le deuxième objectif, c'est du coup de le faire de manière à utiliser le plus possible des outils d'inclusion et de travailler en réseau du coup avec des personnes qui font déjà ce travail-là. Comment fonctionne l'association? C'est qu'on va collecter des jeux et jouets auprès de particuliers essentiellement, ce qui est une manière aussi de pouvoir sensibiliser du coup le grand public au fait de pouvoir donner les jeux et jouets. Et ensuite, il y a toute une partie de nettoyer, compléter et revérifier toutes les normes de sécurité des jeux et jouets, justement pour donner une autre image du seconde main, puisqu'on du coup on est sûr que tout est complet, tout est vérifié, tout est propre, ce qui peut être plus facile pour les gens pour qui le second main est un frein à l'achat. Et également pour toucher les professionnels qui ont des difficultés parfois à se fournir en seconde main, de peur justement d'avoir des jouets qui ne sont pas, qui n'ont pas toutes les normes de sécurité ou qui ne sont pas complets. Ensuite, on va faire des actions de sensibilisation sur ces thématiques-là, justement pour montrer que le seconde main, c'est, euh, ça peut être utile à tout le monde. Et du coup, via aussi des points de vente de jeux et jouets qu'on va revendre du coup entre 50 et 70% moins cher que le neuf. Voilà un peu la boucle du jouet, en très rapide. Merci, oui, du coup, ça donne bien un panorama effectivement de comment fonctionne le projet et de comment il est né. Bon, tu l'as déjà un petit peu dit, mais est-ce que tu peux nous repréciser un petit peu à quel enjeu ce projet répond aujourd'hui, voilà, en termes d'inclusion, d'économie circulaire? Oui, donc déjà, il y a le premier enjeu qui est le gaspillage et l'environnement. Et ensuite, l'idée, c'était, comme je disais, que le jeu et jouer est un super support d'accompagnement et d'inclusion. Là où nous, on a décidé, c'est qu'on va travailler avec déjà la maison d'arrêt, qui est notre partenaire principal, pour
quasiment toute la partie valorisation. Donc, c'est-à-dire que des détenus, durant leur détention, sont salariés pour pouvoir nettoyer, compléter, revérifier les normes de sécurité des jouets. Et ensuite, on va aussi s'appuyer et proposer le support à d'autres acteurs. Je pense par exemple à la Recycleur un peu d'air qui porte un atelier d'insertion. Donc, ça va être de pouvoir proposer aussi le jeu et jouer comme outil pour les personnes dans leur parcours d'insertion. Ça peut être avec le médico-social également. Et donc là, on va pouvoir choisir quel type de jeu et jouer est adapté à quel public et à quelle problématique spécifique des publics pour justement que le jeu et jouer puisse aussi servir de support à ces personnes-là et à l'accompagnement qu'elles peuvent avoir par les structures. Et concrètement, aujourd'hui, Brest en Jouet, ça, c'est quel statut? Il y a combien de personnes? Comment ça fonctionne? Alors, du coup, on est une association. Mhm. On est encore en train de se structurer et de travailler sur la gouvernance. Mais donc, du coup, on est une association loi 1901. On a actuellement 2 salariés permanents, donc moi en tant que directeur et ma collègue Agathe, que vous pouvez voir, qui est plutôt sur le chargé de développement. Et on travaille aussi avec 2 personnes détenues au sein de la maison d'arrêt de Brest, qui pour le moment sont mis à disposition par une ACI, donc un chantier d'insertion qui intervient en maison d'arrêt. Et l'objectif, c'est que dès 2025, on puisse salarier directement ces 2 personnes pour, pour travailler, comme je disais, sur la partie valorisation, nettoyage, compléter les jeux et jouets. Et on aimerait évidemment une montée en puissance de ce travail-là pour pouvoir à terme embaucher plus de personnes au sein de la maison d'arrêt sur ce travail-là. Très bien, et on l'a vu du coup dans la présentation, tu as déjà évoqué un certain nombre d'acteurs. Est-ce que tu peux nous dire comment les coopérations territoriales, elles sont aujourd'hui au cœur du projet de Brest en Jouet? Oui, bien sûr. Du coup, effectivement, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un des 3 piliers de l'association, l'environnement, le travail en réseau et, et le troisième. Et l'inclusion, ouais, c'est ça. Et, pardon. Et donc, du coup, effectivement, c'est vraiment notre souhait de travailler avec le maximum d'acteurs possible, que ça soit sur la partie inclusion, mais également sur la partie sensibilisation et travail autour du jouet, puisque c'était un des constats, c'est que chaque acteur qui collecte des jouets est souvent débordé de jeux et jouets, et donc on a cette spécialité-là. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir, notamment la première expérimentation, c'est avec la recyclerie un peu d'air qui présentera tout à l'heure, mais c'est du coup qu'est-ce qu'on peut s'apporter mutuellement. Et donc l'idée, la démarche de Brest en Jouet, c'est qu'à chaque fois qu'on a une activité, c'est de se poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le fait déjà? Et si quelqu'un le fait déjà, dans quelle mesure on peut mutualiser et travailler ensemble? Par exemple, la collecte, une grosse partie de la collecte, en tout cas, se fait via la recyclerie. J'ai parlé d'atelier d'insertion. Il y a aussi l'atelier qui est présent déjà en maison d'arrêt de Rubalise, avec qui on travaille également. L'idée, c'est aussi de mutualiser notre partie des collectes avec l'association Rubalise, justement, et qui ont un chantier aussi de transport. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment dès qu'on a quelque chose à faire, c'est voir si quelqu'un le fait déjà sur le territoire et comment on peut travailler ensemble. Et aussi, dans nos actions de sensibilisation, c'est d'essayer de se tourner vers un maximum d'acteurs différents. Je parlais des particuliers, mais c'est aussi d'aller voir directement les entreprises qui peuvent être intéressées dans leur cadre de leur politique RSE, aussi pour sensibiliser leurs usagers, leurs salariés. Donc, c'est vraiment de se dire à chaque fois, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et qu'est-ce qu'on peut faire avec d'autres personnes sur le territoire. C'est un des piliers du projet. En effet, c'est aussi nous ce qui nous a intéressés dans ce projet et dans la diversité des partenaires qui mobilisent. Et c'est un peu l'idée là dans les. Merci en tout cas pour cette première présentation. Je pense Ouais. qu'on aura l'occasion. Je ne l'ai pas redit d'ailleurs, mais pour les. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat et on prendra un temps un peu plus long d'échange et de questions-réponses à la fin. Voilà, je crois pas qu'il y en ait pour le moment. Agathe, tu me confirmeras. D'accord. Juste rajouter un petit chose, c'est vrai que le Oui. jeu joué a cette particularité-là, c'est que c'est parlant pour plein de monde. Donc, ce qui permet de toucher plein de monde, ça peut être les écoles, les crèches, mais aussi les entreprises. Tout le monde Mm. a autour de lui des enfants ou envie d'offrir des jouets ou ça parle à tout le monde en tout cas.
Donc c'est vrai que l'objet jeu et jouer est très intéressant aussi pour toucher un maximum de personnes. Merci en tout cas pour cette première présentation de Brest en Jouet. Là, l'idée, c'est de pouvoir effectivement voir comment vous avez développé ensuite des partenariats avec d'autres acteurs du territoire. On a déjà dressé un petit panorama, mais ce qui est intéressant, c'est les différents types d'acteurs aussi. Euh, on me propose de commencer par une association à laquelle vous êtes lié, qui est très ancrée également sur le territoire. C'est la recyclerie Un peu d'air, dont Emmanuel Gazin, qui est là, en est le directeur. Bonjour, Peut-être que pour commencer, Emmanuel, tu peux nous présenter la recyclerie Un peu d'air. pas de souci. Donc, Un peu d'air, c'est une association qui est une recyclerie généraliste qui est implantée sur Brest et qui intervient sur le pays de Brest. On existe depuis 2014 et même un peu avant, puisque j'étais en train de faire le calcul. Moi, ça fait 17 ans que je suis sur ce sujet-là. Et quand j'entends Martin présenter effectivement tout l'ensemble des enjeux et des compétences qui sont les siennes, on était bien loin de tout ça il y a 17 ans. Et c'est vraiment un secteur qui s'est structuré. Il se trouve que nous, en tant que recyclerie généraliste, on est sur des activités de collecte, que ce soit directement sur les déchetteries avec de la construction de nouveaux modèles avec des points de dépôt permanents qui sont en train de s'installer sur le Pays de l'Ouest, ce qui ensuite nous amène à venir vraiment travailler sur le tri et la préparation des objets, donc avec l'acheminement vers nos entrepôts. La partie vente, qui est aussi une partie qui s'est vraiment professionnalisée et qui a pris une place prépondérante dans nos activités. C'est un peu moi je le dis souvent, pour nous, recyclerie, la vente, c'est un peu notre poumon, notre cœur de réacteur, ce qui nous permet aussi de faire tourner nos affaires. Et puis toute la partie animation, sensibilisation, qui est une de nos grosses, en tout cas, un de nos gros enjeux, c'est de faire vraiment passer des messages auprès du plus grand nombre sur l'achat d'occasion, sur la prolongation de la durée de vie des objets, le fait aussi de bien réfléchir avant de s'en séparer ou de bien réfléchir avant de l'acheter cet objet-là. Donc on a vraiment tous ce travail-là. Il se trouve que voilà, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, il n'y avait que des ressourceries généralistes. Aujourd'hui, sur la Bretagne, si je ne dis pas de bêtises, on doit avoir 7, 8, voire peut-être 10 recycleries spécialisées, que ce soit sur les matériaux du bâtiment, que ce soit sur la puériculture, que ce soit éventuellement sur les articles de sport et de loisirs, sur les jouets. On a vraiment un secteur qui est en train de s'élargir et de se développer par l'intermédiaire de ce côté très spécialisé, très zoom en fait, et ce qui est important. Pour ça, la recyclerie Un peu d'air fait aussi partie du réseau régional des recycleries, donc fait partie de la collégiale qui travaille à une structuration régionale depuis maintenant, si je ne dis pas de bêtises, 7 ou 8 ans, avec une association qui s'est créée l'année dernière. Et puis, il y a à peu près 70 à 75 projets aujourd'hui qui sont installés sur la Bretagne et que pour le coup, le réseau régional permet vraiment de travailler sur la professionnalisation, pardon, avec des enjeux de formation, pouvoir vraiment aussi euh, travailler sur de la veille réglementaire, pouvoir aussi faire valoir les intérêts du secteur auprès des politiques. Donc il y a vraiment tout un travail là de structuration auquel nous on participe très activement. Merci pour cette présentation. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire comment est né le partenariat avec Brest en Jouet et voilà comment ça fonctionne aujourd'hui? Alors, tout d'abord, c'est vrai qu'avec Martin, on se connaît depuis une bonne dizaine ou douzaine d'années. Donc, c'est vrai que je pense quand même qu'il y avait quelque part aussi un passif et on se connaissait pas pour s'être croisés sur des activités de réemploi, notamment à certains moments. Donc, je pense qu'il y a cette base de confiance là aussi. Quand Brest en Jouet est venu toquer à la porte l'année dernière, on partait pas de rien. On savait avec qui on allait travailler. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que on avait aussi quelques
on va dire, quelques passifs. On a un peu de passifs avec la maison d'arrêt de Brest et avec l'administration pénitentiaire. Alors, non pas à titre personnel, mais à titre professionnel. Voilà, on avait aussi testé, on avait imaginé des choses avec Benoît Granek à une époque et on s'était dit qu'il y avait sûrement des choses à jouer autour du réemploi. Donc je trouve ça bien alors qu'on n'y avait pas réussi à l'époque, eh ben, que ça y est, il y a quelque chose qui se met en place. Ça, c'était un peu la base de la construction. Et puis chez nous, à la recyclerie, le gisement des jouets, il était plutôt en phase de développement, pour ne pas dire d'explosion. C'est un gisement qui nous interrogeait en disant comment on fait pour y travailler, est-ce que nos bénévoles sont suffisamment formés? Parce que Martin parlait des normes tout à l'heure. C'est vrai que savoir dans quel cadre on peut remettre un jouet en circuit, bah, c'est aussi des choses qui sont importantes et indispensables en tout cas. Donc c'est vrai que Martin est arrivé et Brest-en-Jouët sont arrivés à point de nommé sur une phase un peu de point de bascule en disant comment on y retravaille. Donc c'est vrai que ça voulait dire aussi organiser ce gisement, regarder un peu ce qu'il représente. Euh, donc assez naturellement, on a hébergé depuis le début des premières phases de test sur la base de notre gisement, ce qui nous intéressait bien parce qu'on savait que ça allait améliorer aussi nos procédures. Ce qui était intéressant, c'est d'avoir aussi un point de vente, puisque ça permettait aussi d'avoir quelque chose qui est sur la partie sortie. Et puis, on était aussi sur un moment où les REP, donc avec les éco-organismes, et en l'occurrence Éco-Maison, donc REP, c'est responsabilité élargie du producteur. Donc, c'est toutes ces histoires d'éco-contribution, de fonds réemploi, en tout cas de financement des activités de réemploi généralistes ou spécialisées. Et que, voilà, en tout cas, l'équipe de Brest-en-Jouët était amenée aussi ces éléments-là, qu'on a intégrés un peu et qu'on a mis un peu dans notre moulinette à nous depuis maintenant quelques mois. Voilà comment ça s'est fait. Et aujourd'hui, tu as commencé un petit peu à le dire, mais qu'est-ce que ça vous apporte ce partenariat dans votre projet? Voilà, comment ça apporte aux deux structures dans la réalisation de leurs activités et dans ce Alors, que ça représente? Mm. à nous, en tout cas, un peu d'air, je laisserai répondre Martin sur ce que ça leur apporte, le partenariat, mais euh, je pense que nous, ça nous a fait de la place déjà, même si c'est pas tout à fait vrai. Mais pas seulement. Ça a amélioré, je pense, la qualité du traitement des jouets, de leur présentation en magasin, de leur, euh, en tout cas, ça a permis aux clients d'avoir une offre qualitative plus importante sur les parties de vente. Il se trouve qu'on a deux points de vente en plus et que les retours sont très positifs. Euh, ça, en tout cas, dans nos objectifs, parce qu'on est encore en route, hein, soyons clairs, c'était aussi de se dire, ben, on se spécialise les uns les autres sur nos métiers. On parlait de la collecte tout à l'heure. Aujourd'hui, nous, on est assez persuadés à la recyclerie un peu d'air qu'on a peut-être une carte à jouer sur la question du transport, de la logistique et de la collecte, parce qu'on est présent en déchetterie, parce qu'on a différents points de collecte. On peut aussi mutualiser des points de vente, ce qui évite d'avoir finalement des loyers à payer à plein d'endroits différents avec des petites, moyennes ou grandes structures. Donc ça, c'est quelque chose qui en tout cas est mis au pot commun aujourd'hui et on verra si jusqu'où on va, mais en tout cas, c'est ce qu'on a mis au pot commun. Et puis, il y a toute cette question-là du modèle économique. C'est comment est-ce qu'on se renforce finalement mutuellement plutôt que d'être sur des systèmes qui pourraient être concurrentiels. On aurait très bien pu, à un moment ou à un autre, se tirer la bourre en se disant, bah, nous, on garde notre gisement, on le connaît, on met quelqu'un en face pour le trier, et puis la recyclerie spécialisée, Brest-en-Jouët, se débrouille un peu de son côté. C'est pas les volontés du secteur de l'ESS et c'est pas les volontés qu'on a en tout cas mis en place, c'était de se dire comment est-ce que tout ça vient construire les bases d'un collectif plus large. Et puis, je n'y passerai pas beaucoup de temps, mais on est en train de travailler avec le pôle ESS de Brest et donc la DES sur une union brestoise du réemploi, même s'il ne faut pas le dire exactement comme ça, on ne sait pas très bien la terminologie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on met au pot commun tous ces éléments-là de réflexion de modèles économiques et de métiers qui se spécialisent. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. En effet,
Voilà, ça montre aussi tous les enjeux de coopération qu'il existe entre acteurs de l'ESS et voilà, de coordination, d'enjeux de mutualisation, à la fois en termes de logistique, d'outils, et en même temps bah, voilà, de travailler ensemble pour consolider son propre modèle économique. Donc c'est très intéressant. Merci en tout cas, Emmanuel. Et Oui. j'ajouterais bien une chose, c'est que comme c'est une vraie galère, le foncier pour toutes les Mm. structures comme les nôtres, bah, effectivement, la mutualisation, des fois, elle permet aussi d'être moins ennuyé avec ses recherches de locaux et peut-être d'avoir des lieux partagés. Tout à fait. Merci beaucoup. Peut-être que à la fin, Martin pourra revenir sur voilà ce qu'a apporté chacun de ces partenariats. On parlait justement tout à l'heure des prémices, des réflexions déjà nées il y a quelques années d'opportunités de partenariat avec la maison d'arrêt. Et il se trouve que du coup, c'est un partenariat qui est en train de se concrétiser aussi autour du projet de Brest-en-Jouet. Euh, et donc voilà, ça permet de montrer que des choses des idées qui émergent il y a quelques années voient le jour aussi aujourd'hui. Et donc, je vais laisser Benoît Granec, du coup, intervenir sur ce sujet. Donc, en tant que responsable relations entreprises à la DISP. Peut-être pour commencer, Benoît peut nous représenter un petit peu le modèle du travail en milieu pénitentiaire. Bon, c'est assez complexe, mais voilà, avoir une première entrée sur ce sujet-là. Voilà, et peut-être nous dire pourquoi ce qui est proposé par Brest-en-Jouet, le métier qui est proposé par Brest-en-Jouet, est intéressant pour les personnes détenues. Bonjour à tous et à toutes. Oui, alors Mathilde, en effet, l'idée était de donner quelques informations pour ce domaine du travail pénitentiaire qui est peu connu. Vous pourrez toujours me recontacter hein, si vous souhaitez en savoir plus de toute façon. Alors, DISP, puisque tu l'as prononcé, Mathilde, ça veut dire Direction interrégionale des services pénitentiaires. C'est tellement habitué maintenant que tu ne me détailles même plus. Basé à Rennes, on couvre la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire, d'où le mot interrégional. On a 24 établissements pénitentiaires sur cette interrégion, 24 prisons. Et donc 20 établissements sont équipés de zones ateliers. Alors la zone atelier, c'est un espace dans la prison qui est dédié à l'accueil de structures différentes, hein, peu importe le statut, ça c'est pas très important pour nous. Cette structure-là vient avec son matériel, encadre la production et embauche des personnes détenues de cet établissement-là. Voilà, là c'est ce qu'on appelle une implantation quand une structure vient s'installer. Actuellement, nous avons sur une trentaine d'ateliers à peu près, c'est ce que ça représente sur notre interrégion. On a 24 partenaires différents. Sur ces 24 partenaires différents, on a 19 entreprises classiques, je dirais, type SA, SAS. On a trois structures d'insertion. Donc, comme le chantier d'insertion Prélude implanté à la maison d'arrêt de Brest avec qui Brest-en-Jouet travaille. Et puis une seule entité qui s'appelle le service d'emploi pénitentiaire, qui est une sorte de branche industrielle du ministère de la Justice, donc qui n'existe pas à l'extérieur. Voilà, c'est la seule particularité, mais en tout cas, s'il y a quelque chose à retenir sur les statuts des structures implantées, c'est qu'on retrouve globalement celles qu'on peut retrouver à l'extérieur. Alors le modèle actuel de Brest-en-Jouet est plus basé sous la sous-traitance, c'est-à-dire que on n'en est pas encore au stade de l'implantation, puisqu'on a quelques travaux à réaliser pour les besoins de Brest-en-Jouet. Hein. Pour vous donner du très très concret, il nous fallait trouver un bac de lavage, voilà, récupéré à la prison pour femmes de Rennes, donc ça c'est fait. Et puis des aménagements type électricité pour un lave-vaisselle, un peu de plomberie et puis un peu de toilettage, avec une connexion Internet pour le bureau aussi, puisque c'est indispensable à l'activité de Brest-en-Jouet.
On l'a budgétisé pour l'année prochaine, donc on espère pouvoir le faire en début d'année. Ce qui nous fait entrevoir avec Martin et Agathe, donc une implantation courant premier trimestre. Alors, Martin, j'ai regardé tout à l'heure de quand datait nos premiers contacts. C'est bientôt l'anniversaire. C'était le 28 novembre. Donc, dans ce modèle-là, l'idée, c'est pour mon poste en tout cas, c'est de comprendre ce qu'on peut faire ensemble. Au départ, on était en mode clairement en défrichage, en interconnaissance. Petit à petit, on a construit ce projet d'implantation, mais quand Martin m'a dit que finalement, voilà, ces débouchés arrivaient plus rapidement que prévu, l'idée était de le mettre en lien avec le chantier d'insertion Prélude déjà implanté à la maison d'arrêt de Brest, pour qu'ils puissent commencer à travailler ensemble en attendant l'implantation. Voilà pour le petit historique, ce qui s'est passé grosso modo en un an. Donc, ce qui est intéressant pour nous, pour répondre à ta question, Mathilde, c'est déjà d'apporter de l'activité pour vous donner, pour représenter aussi l'intérêt du travail à l'intérieur des prisons. La maison d'arrêt de Brest héberge, c'est le terme qu'on utilise, à peu près 480 personnes. Donc 480 personnes incarcérées pour un effectif théorique de environ 250 places. Voilà, la maison d'arrêt de Brest est clairement fait partie des établissements avec une très très forte surpopulation. L'accès au travail aujourd'hui, c'est quelques postes pour l'ACI Prélude, 4, 5, et une cinquantaine de postes dans l'autre domaine du travail pénitentiaire qui sont les services généraux, c'est-à-dire tous les services que vous retrouvez dans une collectivité avec hébergement, nettoyage, cuisine, maintenance, etc. Ça veut dire un peu plus de 50 pour quasiment 500 personnes, ce qui fait très peu d'accès au travail. Donc déjà l'arrivée de l'activité de Brest-en-Jouet, c'est déjà de l'activité en plus, et dans des perspectives d'avoir plusieurs postes à l'implantation, peut-être commencer par 3-4, mais voir si la montée en régime se fait, c'est forcément une perspective déjà intéressante. Donc il y a ça, et puis il y a le support jouet. Le support jouet, c'est aussi assez étonnant de voir l'effet, tu l'abordais tout à l'heure, Martin, mais l'effet que ça procure à la fois pour les opérateurs, donc c'est le terme qu'on utilise pour les personnes qui travaillent en atelier pénitentiaire. Voilà, il y a quelque chose de joyeux probablement, et puis aussi quelque chose de l'ordre de l'utilité sociale, parce que c'est du reconditionnement, donc c'est aussi des activités que nous on essaye de développer, parce que forcément quelqu'un qui travaille sur un puzzle qui était voué à la destruction et qui va repartir pour une autre utilisation, une seconde vie, ça apporte une forme d'utilité, une forme de confiance. Et dans les parcours de peine, c'est forcément un élément important, y compris sur le rapport au travail aussi parfois. Donc aujourd'hui, ça se fait avec un public particulier puisque c'est le public accueilli en chantier d'insertion. À l'avenir, ce sera pas ce public-là, on sera sur des personnes qui seront embauchées, voilà, avec pas de problématique particulière, en tout cas pas de l'ordre de celles qui sont accueillies en ACI. Et donc, si on est sur une logique d'économie circulaire, c'est aussi une particularité de Brest-en-Jouet, c'est que ça intègre finalement la maison d'arrêt dans une dynamique de territoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Je pense qui ne peut se faire vraiment que dans ce cadre-là. On le voit aujourd'hui, on est vraiment sur du très très local, de la collecte à la revente, parce que symboliquement, ça change aussi la donne sur cet endroit un peu sombre, la prison qu'on regarde sans trop connaître, en imaginant toutes sortes de choses, avec peu d'informations qu'on a éventuellement par son entourage, par les médias.
Donc voilà, le fait d'avoir un point de vente au Capucin, si je me trompe pas, et des objets qui ont été reconditionnés à la maison d'arrêt de la même ville, c'est vraiment quelque chose de super intéressant pour nous. Voilà, donc la notion de territoire, le rapport aux jouets et puis la diversité des tâches aussi finalement. Pour le coup, comme ce que tu disais, Emmanuel, tout à l'heure, j'ai découvert le côté professionnel en fait de ce domaine-là. Ça demande plein de compétences et dans le geste, en fait, ça amène à une grande diversité. Ce qui est intéressant actuellement pour le public chantier d'insertion, parce que ça développe toutes sortes de choses, et ce qui sera intéressant dans le projet d'implantation, adossé à tout le process qui va devenir là plus complet, puisque aujourd'hui il n'y a qu'une partie qui se fait à la maison d'arrêt, où là on aura par exemple du suivi de stock, avec du travail sur un poste informatique faire ce suivi-là. Donc voilà, toutes sortes de choses intéressantes pour des personnes qui ont des parcours professionnels très variés. Hein. Pour le coup, j'ai pas trop développé l'intérêt du travail au sens large pour un public incarcéré, mais l'idée c'est aussi d'éviter les ruptures de parcours, donc de ne pas travailler pendant 1 an, 2 ans par exemple, ce qui complexifie la sortie. Ça peut être aussi donner l'occasion à des gens qui ont peu d'expérience et donc d'apprendre de nouvelles choses pour développer des savoirs transposables dans d'autres activités une fois dehors. Voilà. Bon, j'aurais plein de choses à dire encore sur l'apport du travail en prison. Hein. J'ai pas abordé l'importance d'avoir accès à une rémunération pour toutes sortes de choses, mais en tout cas sur les particularités de Brest-en-Jouet, voilà ce que je pourrais dire. Et peut-être, est-ce que tu peux nous dire en quoi ce projet il est innovant pour le travail pénitentiaire? Qu'est-ce qu'il apporte de différent? On parlait justement des sorties positives, enfin, voilà, dans ce cheminement. Voilà, qu'est-ce qui est différent peut-être par rapport à un format chantier d'insertion en milieu pénitentiaire? C'est quoi comment ça s'en démarque et qu'est-ce qu'il y a d'innovant aussi là-dedans? Alors, il y a plusieurs thématiques à aborder dans cette question-là. La première, elle est sécuritaire. Euh, une des choses qu'on a bien préparées en amont avec Martin et l'établissement, bon, que je représente un peu aujourd'hui, hein, finalement, Kevin, qui est le référent travail de la maison d'arrêt, était désolé de ne pas pouvoir venir témoigner. Le premier sujet était surtout sécuritaire parce qu'on est sur la collecte chez les particuliers, enfin, en grande partie d'ailleurs, de ce que j'ai compris, ce qui pose une question sur le contrôle des marchandises. Voilà, c'est un sujet forcément dans une prison sur lequel on s'attarde. Bon, voilà, on l'a préparé, on a trouvé des solutions. Martin s'est adapté, donc c'est plus un sujet, mais finalement ça avait ça d'innovant dans la préparation que ça demandait. Ensuite, on a beaucoup d'activités différentes ne serait-ce que dans notre interrégion. On a de la métallerie, on a du faisceau électrique pour l'automobile, de la confection textile, des centres d'appel, du conditionnement et de l'assemblage en tout genre. On n'avait pas de reconditionnement de jouets. Voilà, donc c'est une première. Il y en a d'autres hein, ailleurs en France. On a fait un échange avec Bois d'Arcy qui a cette activité-là, histoire d'avoir leur retour d'expérience. Et puis oui, il y a cette histoire de parcours. Alors ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on avait imaginé comme ça aussi clairement, mais le fait que Martin commence à travailler avec Prélude, voilà, si l'implantation se fait bien comme prévu premier trimestre, si en tout cas là où les personnes avec qui il travaille actuellement sont toujours incarcérées, on pourra imaginer, oui, un passage à, on va dire, une structure hors SIAE, donc ce qu'on appelle des sorties positives, c'est-à-dire un parcours de ce point de vue-là réussi, ce qui serait top. Mm. Et voilà, ce qui serait un exemple de ce que peut apporter le travail
en termes d'enrichissement dans un parcours de peine, quoi. Ça peut paraître un peu étrange de le dire comme ça, mais c'est aussi l'idée qu'on a, que ça soit un support pour faire de la peine quelque chose d'intéressant pour la préparation à la sortie. Merci Benoît pour ce témoignage et de nous avoir un peu mis en contexte aussi le travail pénitentiaire, voilà, qui est assez complexe quand on ne connaît pas, mais du coup, c'est intéressant de le mettre en perspective de ce projet très concret et de voir ce qu'il apporte effectivement pour les personnes détenues et pour leur réinsertion. Euh, Dans la continuité, voilà, c'est une première forme de partenariat institutionnel, de partenariat public. Un autre acteur qui nous semblait important aussi de faire témoigner aujourd'hui, bah, c'est la métropole de Brest, puisqu'ils ont, voilà, ils sont partenaires, ils soutiennent le projet sur le territoire. Et c'est intéressant de voir aussi comment ça nourrit voilà, des politiques locales et comment ça vient enrichir aussi voilà, les objectifs qui sont poursuivis. Sandrine Micol de Brest Métropole, au service relations entreprises, est avec nous aujourd'hui pour partager un petit peu ça, peut-être pour commencer à nous repartager l'historique effectivement de la relation, de voilà, se redire comment le contact s'est fait, quels ont été les premiers échanges et comment la relation s'est construite entre Brest-en-Jouet et la métropole de Brest. Bonjour à tous déjà. Merci Mathilde. Effectivement, alors déjà pour replacer un peu pourquoi Martin est venu vers nous, moi je travaille au service relations entreprises, donc qui est une équipe de 7 personnes qui est dédiée à l'accompagnement des porteurs de projets, des entrepreneurs sur toutes les phases de développement de l'entreprise, donc que ce soit de la création et ensuite sur du développement. On intervient vraiment sur 3 volets, qui est tout d'abord l'implantation. Ça peut être une implantation avec un accueil en pépinière, avec du foncier dans les zones d'activité économique, en lien avec nos aménageurs. Et puis après, surtout le volet réglementaire également, d'apporter des réponses sur les questions d'implantation. On a tout un volet qui est sur l'attractivité, sur du territoire, pour les salariés, pour les investissements, pour les investisseurs, donc ça peut se traduire par l'animation du réseau des recruteurs, par exemple. Je ne vais pas m'étendre sur les différents services, c'est juste pour évoquer très rapidement un peu la diversité des missions. Et puis tout un volet d'aide financière à travers des subventions qui peuvent être accordées sur des projets de transition, de réhabilitation, de revitalisation dans, par exemple, le dispositif du générateur qui est connu donc sur le secteur, par exemple, du Haut-de-Jaurès, Recouvrance et Quérigny. Et donc c'est un peu dans ce cadre-là et avec cette porte d'entrée que Martin est venu nous présenter son projet. Donc pareil, j'ai repris également mes notes et donc on est toujours effectivement fin 2023. Donc qui était une idée bien avancée déjà, bien structurée, un projet vraiment bien positionné avec une bonne identification et une bonne connaissance de tout l'écosystème local. Mais donc c'était un point important quand même de venir suffisamment en amont dans le projet, puisque c'est vrai que c'est souvent aussi une opportunité de les orienter aussi vers les bons partenaires, voilà, de compléter la connaissance de l'écosystème qu'ils peuvent avoir, des financements aussi existants, enfin voilà. Donc c'est cette phase un petit peu de mise en relation, d'orientation, de facilitation qu'on peut. Enfin voilà, c'est un peu le rôle qu'on peut jouer à ce démarrage. Et c'est Emmanuel qui évoquait effectivement une problématique et une vigilance qu'on a sur cette typologie de projet, c'est le local. Qu'on lui a tout de suite partagé. Je pense qu'il y en a d'autres qui lui ont fait remonter. Donc
Et effectivement, la mise en relation, ou en tout cas lui avoir remonté les informations sur la maison d'arrêt et cette opportunité, ça paraissait un peu comme une évidence quand il nous a présenté le projet. Pour répondre à cette problématique et pour le lien aussi avec un nouvel acteur qui venait un peu compléter la palette d'acteurs territoriaux déjà identifiés et impliqués dans le projet. Et puis après, en fait, on a avancé un peu comme ça, petit à petit, sur des briques d'accompagnement, donc de la mise en relation. Il y a eu à un moment donné une petite problématique sur un local, phase transitoire. Bon, bah, ça a été de mettre à disposition, de louer. Dans nos pépinières, on a des ateliers qui sont des locaux à tarifs préférentiels qui sont dédiés aux créateurs. Pas pour une activité de stockage, mais pour vraiment plutôt de l'artisanat, pour un lancement d'activité. Et là, exceptionnellement, voilà, on a pu lui mettre ses locaux à disposition pour répondre à cette problématique et s'assurer qu'il n'y ait pas finalement un petit gap dans la continuité du projet, dans le développement de son projet. Et dernier volet sur lequel on a pu l'accompagner, c'est on a des dispositifs de financement qui donc l'appel à projet Réussir les transitions dans l'économie, qui nous permettent d'accompagner les projets qui s'inscrivent dans les transitions numériques, écologiques et sociétales, créateurs d'emplois et basés sur la métropole de Brest. Donc voilà, ça a été un peu, voilà, depuis fin 2023, il est venu au bon moment et puis on le suit un peu dans la continuité et en lien aussi avec les différents partenaires qui l'accompagnent. Et du coup, pourquoi vous avez choisi de soutenir financièrement ce projet voilà, quel est l'intérêt aussi pour Brest Métropole à répondre à soutenir ce projet? Euh, Pourquoi soutenir donc déjà, c'est un projet qui répond directement aux critères de cet appel à projet. Donc, on est vraiment sur un projet avec une volonté de créateur d'emplois, direct et indirect, qui est basé sur Brest Métropole et qui répond aux enjeux de transition. Donc, tout d'abord, aux enjeux de transition écologique. On est sur j'ai envie de dire, une nouvelle offre, même si, voilà, la recyclerie le faisait, d'avoir cette offre de réemploi sur le jouet, mais qui vient vraiment le professionnaliser, structurer peut-être, comme l'a évoqué Emmanuel, euh, avec une forte composante de sensibilisation sur le réemploi. Donc c'est deux axes forts sur le volet de la transition écologique. Et avec une cible aussi très diversifiée. Enfin, je veux dire, on est une sensibilisation des particuliers au sein des entreprises, des salariés, des professionnels. On travaille avec les quartiers, les maisons de quartier. Donc il y a aussi cette cible-là. Enfin, vraiment, on est sur une volonté d'aller tout public et donc ça, c'est aussi un point important. Le volet forcément transition sociétale qui a été fortement évoqué avec un projet qui répond aux enjeux de l'ESS et de l'inclusion et de l'insertion de personnes détenues. Et un point aussi important sur le projet, ça je pense que vous l'avez très bien dit et ça c'était un point aussi fort du projet, c'était finalement c'est pas refaire ce qui a déjà été fait, c'est comment on se nourrit de l'existant, comment on vient le compléter, comment on vient s'articuler par rapport à cet écosystème. Et, et c'est vrai que c'était une forte plus-value parce que ça met en avant ce projet, les partenaires et les acteurs du territoire, et dans une optique vraiment de monter finalement de tous ces acteurs-là, de renforcer l'ensemble des modèles économiques. Et donc ça, c'était aussi un point très important dans ce projet qu'on retrouve pas systématiquement. Donc voilà un peu les enjeux, les raisons pour lesquelles le projet a été soutenu et donc via l'appel à projet, puisque nous c'est vraiment notre porte d'entrée pour soutenir ce type de projet. Merci. Et peut-être aussi, j'imagine que ça répond derrière voilà, à des politiques publiques fixées par la métropole pour atteindre certains objectifs. Enfin, ça permet aussi
effectivement à la métropole de rendre concret et opérationnel des objectifs qui sont fixés par rapport aux enjeux de transition écologique de l'OAGEC, enfin, les nouveaux cadres réglementaires aussi qui se posent pour vous. Alors effectivement, on est directement en lien avec les enjeux de cet appel à projet, des transitions qui sont posées, hein. C'est un projet qui vient quelque part aussi nourrir nos politiques publiques. Je prends pas forcément dans un ordre, il n'y a pas d'importance particulière d'un axe ou par rapport à un autre, hein. On a tout le volet réduction des déchets, hein, avec un plan de prévention des déchets. Je vais vous épargner les acronymes. Mais vraiment, voilà, d'axer et de prioriser le réemploi. Et c'est un secteur qui, comme ça a été évoqué en amont, qui se structure et avait des objectifs qui se mettent en place. Et ça vient vraiment, vraiment répondre à cette planification et à ces objectifs territoriaux. Que ce soit au niveau de la collectivité et au niveau des objectifs un peu régionaux également. On a tout ce qui est réponse aussi aux politiques, à stratégie de développement économique, hein. Donc, pour ma part, voilà, au niveau du service relations entreprises, forcément, donc tout ce qui est développement économique, insertion et transition sont trois axes forts en fait de notre stratégie. Donc voilà. Sans rentrer plus dans le détail, je pense que ça pose un peu les sujets. Oui, il pourrait y avoir d'autres questions, effectivement, à la fin, peut-être si on souhaite creuser ces sujets-là. Merci beaucoup, en tout cas. Un dernier témoignage qu'on souhaitait avoir aussi dans le cadre de ce webinaire, c'était justement pour faire le lien avec les acteurs privés. Et donc, Brest en Jouet a développé notamment un partenariat avec le Crédit Mutuel de Bretagne et notamment avec certaines agences. Donc, il y a Laurence Billon qui est présente avec nous aujourd'hui. Euh, et l'idée, c'est de pouvoir effectivement montrer là aussi comment déjà est née cette relation et ensuite, voilà, comment s'est construit concrètement le partenariat. Est-ce que ça a pu apporter au Crédit Mutuel de Bretagne et aux agences? Peut-être pour commencer, effectivement. Revenir un petit peu sur comment s'est construite la relation, comment elle est née cette relation, par quel biais et pourquoi vous avez, dans un premier temps déjà, décidé de soutenir financièrement le projet de Brest en Jouet. Ouais, alors bonjour tout le monde. Donc je suis Laurence Billan, directrice du CMB de Guy Pava et de Quatodon. Alors du coup, alors le pourquoi du lien du coup avec l'association, c'est assez facile à comprendre. C'est que tout simplement on s'est rencontrés avec Emmanuel Masson pour l'ouverture du compte de Brest en Jouet. Donc on a eu l'occasion de faire connaissance, un contact assez facile puisqu'il est lui-même salarié d'Arkea. Donc double casquette pour lui. Lors de l'ouverture du compte, on est rentré un peu plus dans le détail et ce qui m'a intéressé, c'est de connaître un petit peu l'objectif de cette association. Donc, lorsqu'il m'a expliqué quels étaient les objectifs, tout de suite, ça a matché puisque le Arkea ou le CMB est une banque très tournée vers les associations. Alors en fait, le groupe, alors au global, pour repartir, le pourquoi du comment, le groupe Arkea en fait est une entreprise à approche RSE, donc c'est une responsabilité sociétale des entreprises. Alors l'objectif de ces entreprises qui sont des entreprises à mission, c'est l'objectif de réduire l'empreinte carbone, favoriser le développement durable et surtout maîtriser l'impact de la finance sur la société. C'est-à-dire qu'on va aller clairement trouver des solutions pour déployer des stratégies d'économie. Alors, on travaille avec des entreprises qui ont une empreinte carbone au plus bas.
C'est-à-dire que, pour faire une petite parenthèse, on va proposer des placements avec des empreintes carbone très basses pour pouvoir, et ça fait partie de notre objectif de résultat extra-financier. C'est-à-dire qu'on n'a pas que un résultat financier, mais également extra-financier. Donc, cette approche d'empreinte carbone, ça rentre dans ce résultat extra-financier. Donc, concrètement, chaque caisse locale du pays, donc dans la région Crédit Mutuel de Bretagne, a un fonds de dotation. Donc, c'est-à-dire, c'est un budget que l'on délivre aux associations de loi 1901, c'est-à-dire que des entreprises, des associations qui sont clientes, on peut leur verser des fonds de dotation. Donc c'est chaque agence locale qui a un groupe d'administrateurs qui observe, qui décide sur les dossiers des associations si on verse, et si on verse, quel montant on peut leur attribuer. Alors du coup, Brest-en-Joué rentrait, cochait toutes les cases, clairement. Donc assez rapidement, lors d'un conseil d'administration, j'ai eu l'occasion de présenter le dossier de Brest-en-Joué. Parce que qu'est-ce qu'on cochait? On cochait toute la partie solidarité, réinsertion sociale, et tout ce qui est développement durable par rapport aux jouets. Donc, on a étudié le dossier, on a décidé du coup, après avoir ouvert le compte, de leur attribuer une dotation. Donc, ça a été la première action que l'on a mis en place avec Emmanuel et Agathe, du coup, en lien avec l'association. La deuxième, une fois qu'on avait un peu parlé de tout ça, Agathe m'a proposé du coup de mettre en place une action concrète dans toutes les agences du coup du pays du relais Quéruon. Donc ça va de Gouenou à Guipava, à Plougastel, à Daoulas, au relais Quéruon. On s'est dit, on va aller un petit peu plus loin que de verser une dotation, c'est que on va mettre une action concrète dans toutes les agences du CMB, enfin dans toutes ces agences-là du CMB. Donc Agathe m'a livré un kit ou une facilité à mettre en place l'action. Donc des affiches toutes faites, une communication. Donc c'est une action qui est tournée auprès des collaborateurs, mais pas que, également tournée auprès de nos administrateurs qui sont très sensibles également à ce type d'action. Donc on a démarré la semaine dernière, donc on collecte les jouets dans nos agences. Donc on a 8 agences autour de Brest. Alors l'objectif de cette action, c'est comme disait c'est Mathieu Pinsard, oui, qui nous disait qu'effectivement, on va aller dans nos greniers chercher les jouets, mais c'est exactement ça. Ça veut dire une communication auprès de nos enfants et de leur dire, on va aller, ce jouet-là, tu t'en sers plus. Ça va permettre aussi d'expliquer à nos enfants ce qu'on peut faire de leurs jouets. Donc une satisfaction pour tout le monde. Une prise de conscience donc de la sensibilisation à la seconde main auprès des salariés et des administrateurs, diminution des déchets, effectivement, c'est ce que l'association précisait dans leur présentation. Une solidarité auprès des familles aussi, parce que on se retrouve nous avec des clients qui se retrouvent face à de grosses difficultés financières. Donc ça coche aussi la case de la solidarité avec cette vente qui aura lieu au Capucin. Donc c'est vrai que ça c'est pas rien de réduire le budget de Noël pour les familles. Ça peut être intéressant aussi pour nous de communiquer dans ce sens.
et une réinsertion également dans les prisons des personnes qui sont incarcérées, parce que nous aussi, on est en lien avec ces personnes-là quand ils en sortent et qu'ils ont du mal à trouver du boulot, ils ont du mal à faire face au niveau de leur budget. Donc, on est là aussi pour les accompagner. Voilà, donc plein de cases de cocher et donc une action qui a démarré chez nous. Voilà. Et justement, peut-être pour finir, cette action de collecte, qu'est-ce qu'elle a apporté? Enfin, comment ça a été vécu par les salariés? Qu'est-ce que ça peut leur apporter aussi? Alors, qu'est-ce que ça peut leur apporter? Bah, déjà de vider leur placard et leur grenier. Donc, ils étaient tous ravis de pouvoir le faire. Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Une prise de conscience déjà, de se dire aussi, est-ce qu'on a besoin toujours d'acheter du jouet neuf? Est-ce qu'on peut participer et puis se dire, bah, c'est vrai que de donner des jouets qui sont pas forcément très propres ou il manque une pièce du puzzle ou alors qu'est-ce qu'on en fait? On les jette facilement. Là, c'est se dire, ben, j'ai des jouets, j'ai mal au cœur de le jeter. Voilà, je vais le proposer à l'association. Ils vont prendre ou ils vont pas prendre, on verra à ce moment-là, mais au moins on tente le coup. Et du coup, bah, ce que je disais, une solidarité auprès des personnes qui sont également dans la difficulté, quoi. Très bien. J'imagine en effet que dans un contexte où là aussi sur le marché de l'emploi, enfin, les personnes cherchent de plus en plus à trouver du sens aussi. Enfin, en tant qu'entreprise, ça vous permet aussi de donner l'opportunité à vos équipes, à vos salariés de s'impliquer dans une action Oui, qui est ancrée au niveau du territoire et qui permet aussi d'être solidaire avec d'autres structures. Donc, on trouvait ça effectivement assez intéressant de le mettre en avant. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes et tous pour vos témoignages. Voilà, en tant que partenaire du projet Brest en Jouet, il y a Agathe et Martin, effectivement, qui sont là pour présenter le projet. On a eu quelques questions sur le chat pendant les interventions. Je vous propose voilà, Agathe va les reprendre à l'oral. Après, si vous souhaitez, voilà, intervenir, n'hésitez pas à lever la main ou même à, voilà, ouvrir votre micro. Ça rendra aussi les échanges plus vivants. Donc, n'hésitez pas. Il y a déjà eu une question de Simon Le Bastard de Saint-Brieuc Armor Agglomération, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas Il y s'il a est même encore là et s'il souhaite deux. reposer sa question ou si Agathe. Oui, je pense que Simon est là, mais bon, je peux la poser à l'oral. Il y avait deux questions. Comment ont réagi les autres acteurs du secteur travaillant autour du jouet, recyclerie Emmaüs au moment du lancement? Et sur quoi repose votre modèle économique dans les grandes lignes? Je laisse Martin Oui, complètement. commencer. Merci pour les questions et pour tous les témoignages précédents. Alors, les acteurs, alors on n'est pas en contact avec tous les acteurs. En tout cas, les recycleries avec lesquelles on est en contact sont plutôt intéressés pour réfléchir ensemble, justement, parce que, comme je disais, elles ont ces problématiques-là de stockage et d'avoir énormément de jeux jouets. On travaille notamment avec la recyclerie un peu d'air qu'on a vu tout à l'heure. Et on a aussi pas mal de demandes de d'autres recycleries pour les aider à traiter le surplus. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup trop de jouets. Et donc, du coup, on a par exemple un contact en cours avec la recyclerie des Cœurs Enchantés à Plouzané qui nous a sollicité pour qu'on puisse récupérer leur surplus de jouets, notamment tout ce qui est incomplet et qui est jusque-là jeté. Et pareil sur d'autres structures comme le Secours populaire et le Secours catholique qui nous ont contactés aussi pour travailler avec eux sur le surplus. Donc on est vraiment encore là dans l'idée de comment on collabore ensemble. On n'est pas du tout des concurrents, au contraire, c'est vraiment l'idée de il y a cette matière-là, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Donc les contacts se font petit à petit, puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'activité a vraiment démarré fin mi-septembre. Donc on est encore dans cette phase de lancement et de contact avec les différents partenaires. En tout cas, on est plutôt bien accueillis sur le territoire et identifiés comme acteurs spécialisés. Donc c'est comment on met en place des synergies entre nos structures.
Le modèle économique, il est basé sur essentiellement la vente de jouets. Clairement, l'idée, c'est que au moins les 2, 3 premières années, il y aura besoin de financement public et privé complémentaires pour aider à structurer l'activité. Mais à terme, l'idée, c'est que la vente des jouets puisse en grande partie financer l'activité. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Je pense. Ouais, c'est des questions complémentaires, faut pas hésiter à... Ah, Simon, Ah, ça y est. En fait, j'arrivais pas à activer le micro, excusez-moi. Voilà, je vous remercie en tout cas pour vos réponses. Aujourd'hui, est-ce que ce serait, enfin, je ne sais pas si vous pouvez donner des chiffres un peu plus précis sur la proportion de financement externe, privé, public que vous avez dans votre budget actuel? Alors là, c'est difficile de vous dire. La première année, on a démarré vraiment là en septembre avec un financement qui a démarré en juillet, un financement d'un fonds de dotation privé qui a permis du coup de lancer l'activité. Ok, Donc sur 2024, on a quand même essentiellement du financement public et des fonds de dotation qui nous aident à démarrer l'activité. Et également une campagne de financement participatif qui est en cours là sur Kango, qui va nous aider pour financer le matériel. Donc 2024-2025, c'est vraiment la phase de lancement, donc avec des accompagnements aussi, je pense à la région Bretagne et à Métropole qui sont aussi pour financer le matériel et l'investissement. Après, l'idée, c'est vraiment au fur et à mesure, on vise d'avoir de moins en moins de parts de financement public. En tout cas, pour 2026, l'idée, c'est de quasiment plus avoir de financement public. J'ai pas de pourcentage à vous donner là en tête. ouais, non, mais ça marche, je comprends. Merci beaucoup en tout cas. Il y avait une autre question. Sur Deux autres les- questions de Céline. Donc, je ne sais pas si Céline, vous voulez poser directement vos questions ou pas. En tout cas, la première, c'est le type d'action de sensibilisation que nous faisons et sous quelle forme. Ouais, donc pour le moment, on a 3 types d'actions de sensibilisation. Les premières, on en a parlé, c'est les collectes, qui pour nous sont une porte d'entrée assez facile justement pour toucher tout type de public sur la collecte de jouets, puisque c'est des choses qui sont très faciles à mettre en place et très parlantes, notamment à la période de Noël là. Donc, c'est des actions qu'on va mettre en place en général entre octobre et février auprès de toutes les structures qui souhaitent sensibiliser leurs usagers ou leurs salariés autour des questions justement de seconde main et de réemploi de jouets. Donc là, Madame Le Bihan a bien expliqué aussi les apports de ce type d'événements pour les usagers. Le deuxième type, ça va être des animations qu'on commence à mettre en place autour de thématiques très spécifiques qui sont, pour le moment, celles qu'on a identifiées en tout cas, c'est des animations autour du puzzle, des animations autour du Lego et des animations autour du Playmobil. Parce que c'est des objets où il y a des fans de puzzle, des fans de Lego, des fans de Playmobil et qui sont adaptés aussi pour les enfants, les adultes, pour tout type de public. Et en fait, c'est des animations qu'on va mettre en place avec l'objectif de montrer justement toute la quantité de puzzles, de Lego, de Playmobil qu'on peut récupérer et proposer aux gens des ateliers pour qu'ils nous aident à reconstituer les puzzles, à reconstituer les sets de Lego, à reconstituer les sets de Playmobil, avec l'idée sous-jacente de dire tout ce que vous avez là, c'est des choses qui soit dormaient dans les greniers, soit qui ont été jetées. Et donc de montrer aussi via ces actions d'animation où les gens passent un moment sympa et en même temps derrière on peut faire passer le discours du réemploi et de montrer la quantité d'objets et le type d'objets qui sont amenés à être donnés. Et le troisième type d'action de sensibilisation, ça va être aussi la participation à des événements, là organisés souvent par ou des collectivités ou d'autres structures. Par exemple, il y avait le marché des solidarités ce week-end dans le cadre en parallèle de Climat Déclic au Capucin. Une autre action où il y avait une donnerie organisée par la CCPA à laquelle on était présente aussi. Et du coup, c'est à travers ces événements ouverts au grand public de pouvoir aussi parler du réemploi en général et de la consommation de seconde main. L'idée, c'est de développer ces actions-là aussi en 2025, notamment en pouvant toucher les plus jeunes, donc éventuellement des interventions dans les écoles, auprès de centres de loisirs,
On parlait tout à l'heure de maisons de quartier. Notre objectif 2025, c'est également d'avoir des points de collecte dans au moins une maison de quartier ou un centre social de chaque quartier et ville de Brest Métropole, et du coup de pouvoir mettre des actions de sensibilisation en partenariat avec ces structures-là. C'est déjà le cas avec le centre social de l'Agora Aguilère, qui est point de collecte, et avec lesquels on va pouvoir participer à des animations et pour les bénévoles et pour leurs usagers, où on va du coup sensibiliser sur les questions de seconde main de réemploi. Et l'autre question, c'était sur les... Alors, on Les n'est bonnes pas encore pratiques. intégré au réseau Relons Solidaire. Le réseau Relons Solidaire, du coup, c'est le réseau national des structures spécialisées dans le réemploi de jouets. On est en cours, du coup, d'adhésion, mais il faut un certain nombre de temps d'existence, donc le temps de fournir nos bilans et d'échanger avec eux. En tout cas, c'est bien engagé pour être membre du réseau dès 2025, on l'espère. Pour Yoti, on les a contactés, on n'a pas encore eu de retour direct. Par contre, on a pu échanger via la DISP et du coup Bois d'Arcy, où est implantée cette structure. Donc, on a eu des échanges, pas directement, mais en tout cas, on a pu quand même faire des échanges de pratiques entre la maison d'arrêt qui héberge Yoti et la maison d'arrêt de Brest. Oui, parce que pour donner un peu de contexte, Yoti, c'est une structure qui fait du réemploi de jeux et Oui, jouets en maison d'arrêt. c'est ça, à Bois d'Arcy, en région parisienne. Céline, je ne sais pas si vous voulez poser des questions complémentaires ou s'il y a d'autres questions qui suivent ces réponses ou si on passe aux suivantes. J'arrivais pas à réactiver mon micro de tout à l'heure. Non, non, c'est bon, c'était très clair. Merci beaucoup. Euh, Il y avait une intervention pour le service petite enfance de la ville de Brest. Ça peut être intéressant d'avoir ce témoignage en complément. Je ne sais pas si la personne est toujours présente. Oui. Je je crois l'avoir vu. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour, effectivement, je me suis permise de mettre un petit complément quand la collègue de la métropole intervenait parce que c'est vrai qu'au niveau du service petite enfance, on avait démarré un partenariat avec Brest en Jouet du temps de Don Bosco, en fait, parce que ça rejoignait pour les crèches et les haltes garderies municipales qui développent des projets éducatifs, mais aussi sociaux et de développement durable. En fait, ça rejoignait une préoccupation à la fois tournée vers les familles que nous accueillons, de pouvoir leur proposer de collecter les jouets dans les structures, mais également aborder la question de qu'est-ce qu'on achète pour son enfant et est-ce que la multiplication des achats ne pourrait pas être, partiellement en tout cas, donner place au réemploi, etc. C'est aussi pour une partie des familles que l'on accueille dans les structures municipales, la possibilité pour elles d'accéder à l'achat de jouets quand les revenus ne sont pas très élevés, en fait. C'est aussi pouvoir donner cet accès-là. Et d'un autre côté, on est en réflexion là toujours, c'est un sujet un peu plus délicat sur l'achat de jeux pour les structures elles-mêmes, puisque là, on est dans un travail qui progresse, mais qui reste encore à mener avec la protection maternelle et infantile qui contrôle la sécurité des enfants en fait dans les structures. Mais je dirais que ça avance, parce que le souhait là aussi, ce serait de moins acheter de neuf et de davantage aller sur le réemploi et les matériaux naturels, le recyclage, etc. Donc c'est à ces deux titres-là qu'on était très contents de voir revenir ce partenariat et que les collègues nous en parlaient régulièrement de est-ce que c'est complètement arrêté ou est-ce que ça va pouvoir repartir euh, ce partenariat. Voilà, c'était juste un petit témoignage en complément. Merci. Et du coup, on vient effectivement de re-signer une convention avec les services Python dans la ville de Brest là, pour démarrer sur ces questions-là en 2025. Et pour parler aussi de l'achat, on a commencé à identifier aussi des besoins qui sont spécifiques aux professionnels. Ça va être des types d'objets qu'on ne va pas forcément vendre aux particuliers, mais qui sont intéressants pour les professionnels. Ça peut être par exemple des seaux avec que des cubes en bois d'une certaine couleur ou des choses vraiment identifiées qui pouvaient servir de pièces détachées ou au contraire ne pas servir et que là on a identifié avec l'aide des professionnels avec lesquels on travaille justement qui peuvent être utiles derrière pour leur approche des personnes qu'elles accompagnent. Et je trouve que là aussi c'est un bon exemple de travail en réseau parce que l'idée c'est justement de voir bah, vous accueillez tel public, quels sont vos besoins et si nous on peut y répondre
Et bah, du coup, on peut effectivement mettre de côté des objets qui peuvent être intéressants ou créer même, comme je disais, des kits. Je sais qu'on est en échange avec une association qui s'occupe d'enfants autistes. Bon, bah, eux, ils veulent des cubes rouges. Bah, du coup, c'est OK, on peut répondre à cette commande-là en mettant de côté que les cubes rouges. C'est un petit exemple, mais du coup, c'est vrai que ça permet, en tout cas, on est assez vigilant là-dessus, sur répondre spécifiquement aux besoins des personnes avec lesquelles on travaille sur le territoire. Et ça rejoint du coup la Oui, question j'allais faire le sur lien avec la la commande question publique. des achats, en effet, et de la commande publique. Je ne sais pas si Martin, tu veux dire un mot là-dessus. Je compléterai éventuellement. Oui, bah là, c'est pareil, c'est des échanges qui sont en cours et des choses qu'on commence à imaginer pour 2025, qui vont forcément mettre du temps à se mettre en place parce que c'est un changement de pratique aussi sur comment on intègre le réemploi dans les marchés publics. Ça pose plein de questions sur les habitudes aussi des metteurs en marché, de comment et des besoins qu'ils ont. Et ça qu'on retrouve dans tous les types de réemploi c'est par exemple le cas sur les matériaux pour professionnels le mobilier. C'est des choses, des façons d'acheter qui sont différentes parce qu'on n'a pas forcément de catalogue qu'on peut choisir qu'est-ce qu'on a besoin. Par contre, comme je disais, on peut s'adapter au plus près la force des structures de réemploi de manière générale, c'est qu'on peut s'adapter de manière très précise. Par contre, on ne pourra pas avoir une offre sur catalogue comme c'est le cas dans beaucoup de situations. Et je vais rajouter une chose aussi, peut-être que Benoît Granec voudra compléter, c'est que le fait d'être implanté bientôt, en tout cas au sein de la maison d'arrêt, ça permettra aussi de rajouter une clause dans les marchés d'insertion, du coup la clause du travail en milieu pénitentiaire, qui du coup permet d'avoir des marchés réservés sur sur ces thématiques-là. Est-ce que tu veux Je sais pas compléter si peut-être? Benoît, tu veux rebondir ou sinon je le ferai ensuite. Euh, Ben oui, c'est une nouveauté de 2023. Le travail pénitentiaire peut faire l'objet d'un marché réservé et pour le coup, la CI Prélude installée à la maison d'arrêt a obtenu le premier marché réservé travail pénitentiaire en France sur la reliure de livres pour les bibliothèques du département. Donc, de la même façon, Brest en jouait dès maintenant, hein, d'ailleurs, Martin, puisque à partir du moment où un certain pourcentage de l'activité est faite en détention, elle peut être éligible en tant que marché réservé. Clause sociale, ça fait bien longtemps. Mais c'est vrai que par rapport au Spazer, autre plan d'achat de ce type-là, bon, nous on cherche aussi à informer forcément les acheteurs publics sur ce sujet-là. Et là, dans le sujet du reconditionnement en établissement pénitentiaire, c'est un peu c'est double intérêt quoi. Il y a l'intérêt environnemental et l'intérêt social pour le coup qui sont couplés, quoi. Et pour rebondir effectivement sur le double intérêt, en effet, la Crèce-Bretagne, on travaille avec Réseco, donc le réseau d'acheteurs publics du Grand Ouest, sur le sujet de effectivement ouvrir la commande publique au, au réemploi de manière générale pour répondre à la fois aux acheteurs publics et à leurs obligations réglementaires autour de la loi AGEC, d'économie circulaire, et en même temps, double intérêt parce que ça permet aussi aux acteurs et aux structures comme Brest en Jouet de consolider leur modèle économique. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille nous au niveau régional avec d'autres partenaires. Voilà, je ne sais pas si Solène qui a posé la question veut rebondir un petit peu là-dessus avant qu'on puisse. Oui, bonjour. Non, bah, vous avez répondu à ma question. C'est vrai que le jeu jouet, c'est pas encore un segment d'achat qui est beaucoup travaillé. Nous, on a quelques retours d'expérience sur la métropole de Nantes avec plusieurs communes de Nantes, Rezé, je crois, Saint-Herblain, voilà, qui travaillent avec des structures de l'ESS, une entreprise d'insertion ou un chantier d'insertion, je ne sais plus, qui s'appelle Joujou, qui commence à passer des marchés publics là, sur le réemploi de jeux et de jouets. Donc voilà, je voulais avoir le retour d'expérience un petit peu sur la métropole de Brest et voir si Brest en Jouet avait déjà commencé à répondre à des marchés publics ou en tout cas si c'était dans les clous pour qu'on puisse se tenir au courant de la dynamique.
là aussi, on compte beaucoup sur le travail du réseau Rejoint Solidaire pour justement le partage d'expérience. Je sais que Joujou, dont vous parlez, est également membre du réseau. Donc, c'est vraiment aussi, là encore, sur la question de, avec le réseau Rejoint Solidaire, partager les expériences et pouvoir mettre en place plus facilement ce genre d'outils. Et pareil sur le réseau breton des recycleries, de pouvoir voir des échanges de retours, de témoignages, quoi, sur ça. Ok, super. On s'adresse en tout cas des nouveaux défis à relever et des perspectives pour le projet de Brest-en-Jouet. Donc voilà, on suivra de près les évolutions et le développement de l'activité. Je ne sais pas s'il y a voilà, encore peut-être une question qui n'aurait pas été posée, que vous souhaitez poser avant qu'on puisse clôturer ce webinaire qu'on devait finir vers 16 heures. Bon, j'en déduis que toutes les questions ont été posées. En tout cas, c'est un bon exemple à prendre en effet pour mettre en avant comment développer un projet euh, vraiment de façon à l'ancrer au niveau territorial, en complémentarité avec les acteurs qui existent déjà et de manière à ce que ça réponde aux enjeux de chacun. Et on voit en effet que à la fois ça répond aux objectifs et aux besoins des différents acteurs et que ça répond aussi à un territoire, à ses enjeux de développement économique, de réduction des déchets, de réponse aux enjeux de transition. Donc voilà, on a un bel exemple en ce sens-là et merci pour votre témoignage. Peut-être avant de terminer, on souhaitait vous partager quelques ressources pour aller plus loin sur ce sujet des coopérations et des coopérations avec le milieu pénitentiaire. Je vais laisser peut-être Myriam du pôle ESS de Brest dire un mot sur le projet Trait d'Union qu'on anime au niveau régional et qui s'appuie un petit peu là-dessus. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Myriam, je suis la responsable du pôle ESS du pays de Brest. Et du coup, nous faisons partie du projet Trait d'Union, qui est un projet régional et qui a pour objectif de consolider des partenariats durables entre des entreprises locales qui veulent s'inscrire dans une économie engagée, locale, porteuse de sens, et les structures de l'économie sociale et solidaire qui sont souvent pourvoyeuses de solutions. On a entendu parler de la RSE, notamment par Laurence, et bien voilà, qui sont pourvoyeuses de ces solutions-là, qui travaillent sur les thématiques de l'inclusion, du réemploi, des transitions écologiques, etc. Et souvent, ces deux mondes ne se connaissent pas. Donc, l'idée de Trade Union, c'est de tisser des partenariats, créer des occasions de se rencontrer pour pouvoir ensuite avoir l'occasion de développer des partenariats qui soient éphémères, mais tout aussi profitables ou très longs et très ambitieux et qui permettent de créer des nouvelles opportunités de travail en commun. Voilà, donc vous avez des relais locaux que vous pouvez contacter sur tout le territoire breton et qui vous proposeront des opportunités d'événements, de rencontres que vous soyez du côté entreprise engagée ou du côté entreprise de l'économie sociale et solidaire pour pouvoir amorcer des opportunités de partenariat. Voilà, je ne sais pas si c'est ce que tu attendais de moi ou Oui, s'il y c'est avait des parfait. précisions. Merci Myriam. Et en effet, c'est une des dynamiques qu'on anime pour voilà, développer les coopérations entre acteurs de l'ESS et entreprises engagées. Voilà. Après, il y a plein d'autres dynamiques au niveau régional entre acteurs de l'ESS. Emmanuel en a parlé avec le réseau des ressourceries et recycleries, le RAB. Il y a des dynamiques sur les achats responsables, en effet, pour voilà, accompagner le développement des marchés publics pour voilà, aller vers des achats plus responsables. La CRES, elle a également mené un partenariat avec la DISP, pour le dire, donc la direction des services pénitentiaires, avec plusieurs entrées. Voilà, il y a eu plusieurs projets de menés. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu, Benoît, si tu es toujours là. Voilà, les projets et les travaux que vous avez menés avec Malika de manière plus large pour créer du lien, effectivement, entre ces deux milieux. Ouais, alors ben, ça a commencé en 2018, hein, ça commence à dater maintenant. En fait, l'idée au départ, c'était de réfléchir à d'autres contextes de travail que le contexte industriel qui est le plus répandu
en milieu pénitentiaire. On a rapidement été vers le secteur des SIAE, AESAT, et donc l'ACI Prélude, en fait, est le premier aboutissement de ce travail-là. Donc c'est assez plaisant, je vous avoue, le webinaire d'aujourd'hui, parce que Martin répète le mot synergie, mais là aujourd'hui avec Brest en Jouet qui travaille avec Prélude, c'est vraiment une boucle intéressante. Donc on a poursuivi sur différents sujets. Pour vous donner un autre exemple, il y a un programme de recherche qu'on a lancé sur justement les chantiers d'insertion en détention, qu'on fait aussi en collaboration avec Prélude. Voilà. En tout cas, Malika est Il y aurait notre. beaucoup à dire, en effet. Ouais, il y aurait beaucoup à dire. Et voilà, si ça vous intéresse, pour un en effet, d'en savoir plus sur les expérimentations qui sont menées en milieu pénitentiaire au niveau de la région Bretagne, il y a un petit peu de ressources avec le lien qu'on vous partagera là sur le support de présentation ou auprès de ma collègue Malika Patis, du coup, qui sera ravie d'échanger avec vous sur ce sujet si ça vous intéresse. Je vois qu'il y a une dernière question, prise de parole de Fabienne Esca. Oui, bonjour, donc Fabienne Escaf, donc je travaille au Conseil régional de Bretagne. Je suis la direction du développement économique. Voilà, vous dire que la région se sont concernés par tous les sujets qui ont été évoqués aujourd'hui, hein, puisqu'on a proposé un soutien notamment à Brest-en-Jouet et à la prochaine commission permanente. Sur ce sujet du réemploi du jouet, on avait pourtant vécu des choses, on a déjà soutenu des projets malheureusement qui n'ont pas marché. C'est vrai que quand Martin est arrivé pour m'expliciter son projet, j'appréhendais un peu en me disant on a déjà tenté l'expérience, voilà, c'est en vain. Et en fait, là, en fait, la différence avec les autres projets, c'est pour ça que j'ai insisté pour pouvoir le présenter, c'était la mise en lien de les partenariats. Tous les partenariats qui étaient établis, le fait que le problème du foncier n'était plus vraiment un problème, voilà, qu'en fait que les freins que j'avais vécus sur les autres projets là étaient levés. Donc je me suis dit bon bah si un projet qui doit marcher, c'est celui-là. Voilà, vous dire aussi que le projet Trait d'Union à la région, on connaît puisqu'on soutient. Vous dire aussi que voilà le travail en partenariat avec la DISP, alors on ne soutient pas en direct, mais comme on est en autorité de gestion sur les fonds européens et qu'on finance via les fonds européens, voilà, donc vous dire que la région soutient l'ensemble de ces projets et que j'ai hâte de connaître la suite de tous ces projets. Voilà. Merci pour ce retour. Et puis de confirmer aussi que l'entrée qu'on a voulu prendre pour voilà, présenter ce projet, elle faisait sens en effet de, voilà, de mettre en avant l'entrée coopération territoriale économique. Ça confirme ça et voilà, c'est un sujet qu'on va poursuivre aussi, qu'on va continuer d'explorer à la CRES pour pouvoir mettre en avant et continuer d'accompagner ces dynamiques de coopération en lien avec les pôles et les territoires. Et en tout cas, merci beaucoup. Je vais laisser Agathe, oui, dire un petit mot. Juste, je profite d'avoir du monde intéressé par le projet pour faire un petit moment de promotion de notre campagne de financement participatif qui est lancée sur Kengo. Donc, vous verrez le lien dans le chat. Si vous pouvez relayer, c'est d'une grande aide pour nous. Le plus de monde saute au courant, le plus de gens on peut toucher. Et surtout, ce financement nous aidera à acheter du matériel pour s'installer notamment dans l'atelier en maison d'arrêt et avoir tout ce qu'il nous faut pour démarrer la production au plus vite. Et merci à tous et toutes d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Agathe, merci Martin. Ben, on repartagera le support, l'enregistrement et le lien vers la campagne de financement participatif voilà, aux participants, aux participantes et on relaiera l'information. Et merci voilà, aussi à tous les intervenants qui ont pu témoigner. On continuera de faire profiter de vos témoignages avec l'enregistrement et en diffusant aussi dans les relais de communication de la CRES pour que ça puisse continuer voilà, d'inspirer et peut-être voilà, d'initier de nouvelles coopérations entre structures. Merci à vous. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et dans le support, vous retrouverez les contacts de l'ensemble des intervenants, intervenantes aujourd'hui. Donc, si vous avez besoin de rester en contact, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.